Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Merci, bienvenue. Je suis toujours très contente de vous accueillir au nom de la Fondation Pavillon Cycli, que je représente ici ce soir dans ce magnifique espace que vous connaissez depuis un petit moment désormais. Mais je suis très contente de vous accueillir ce soir à ce rendez-vous avec ce magnifique titre Transition au présent. Mes collègues qui portent avec nous cet événement, ils vous en diront plus. Et par contre, j'aimerais, puisqu'on est tous beaucoup là, qu'on les connaît et il nous manque déjà, peut-être donner un petit mot, parce qu'on vient de perdre un ami, un cher chercheur, une personne très importante pour l'urbanisme à Genève, pour son développement, à laquelle je suis particulièrement attachée aussi en tant qu'enseignante aujourd'hui, Alain Léveillé. Voilà. Je suis assez émue d'en parler ici aujourd'hui. Il n'est plus avec nous, mais il restera toujours avec nous. Il a eu pour nous quelque chose de... Voilà, c'était une figure qui nous accompagnait. Moi, je l'ai eu en tant qu'étudiante. Après, je l'ai rencontré dans ma profession. Et il me semblait important de rappeler cette figure aujourd'hui, ici, en ce moment, en plus avec ces magnifiques titres de cet événement ce soir. Donc voilà, encore merci à tous et à toutes d'être là. Merci surtout à mes collègues pour ces magnifiques organisations, événements, décors, etc. Et surtout, merci à vous d'être ici. Et je passe la parole à Ariane Widmer. Merci. Ah non, pardon. Erreur à Sylvain Ferretti, je m'excuse. Bonsoir, non je ne suis pas Ariane Widmer, je ne suis pas non plus Antonio Hodgers, qui vous prie de bien vouloir l'excuser. Il devait être avec nous ce soir et malheureusement est retenu, il ne pourra pas être des nôtres. Juste quelques mots, je ne parlerai pas à sa place non plus, mais à la mienne, en tant que directeur de l'Office de l'urbanisme, pour vous dire l'attachement que nous avons à ces rendez-vous de l'urbanisme, qui ont donné suite à la quinzaine de l'urbanisme que vous avez peut-être connu. Ces rendez-vous qui permettent d'échanger entre professionnels, entre autorités communales, entre personnes intéressées à toutes les questions de l'aménagement du territoire, de la transition écologique, qui œuvrent à faire de notre environnement un endroit où il fait bon vivre, un endroit où on préserve les qualités. On a discuté de paysages, on a discuté de patrimoine ISOS, on a ce matin discuté de comment l'Office de l'urbanisme va mettre en place un nouveau plan directeur cantonal. Je ne reviens pas sur le programme assez riche de ces quelques journées. Il vous sera présenté juste après. C'était voilà, pour vous accueillir et pour vous dire qu'on vous attend. Alors ce soir, vous êtes extrêmement nombreux. On n'a pas eu la chance au cours de la journée d'avoir un public aussi représenté, mais on espère que pour les prochaines éditions et puis les prochains événements de ces rendez-vous de l'urbanisme, eh bien, nous pourrons compter sur votre présence à toutes et à tous. Merci beaucoup et une excellente soirée. Voilà, donc moi je vais commencer par des remerciements parce qu'à la fin je pense qu'on aura peut-être plus envie d'être que dans des remerciements mais de parler d'autres choses. Donc merci beaucoup à plusieurs personnes et partenaires en fait de pouvoir réaliser ces rendez-vous. D'abord à la Fondation du Pavillon Cycli qui nous accueille sous cette magnifique tente. Pavillon Cycli qui est représenté notamment par Barbara Tiron qui vient de nous parler, Bénédicte Lepimpec et aussi Lionel Deveau, notamment pour tout le travail graphique, le travail sur le site internet. Les rendez-vous de l'urbanisme, ça a été dit, sont portés par le département du territoire et en particulier par l'Office de l'urbanisme. Mais si nous les portons, ces rendez-vous, c'est vraiment pour continuer à tisser, à être en réseau avec nos collègues, avec les partenaires professionnels, avec tous les acteurs du territoire de ce canton. Ensuite, cette édition, comme les précédentes, sont portées et conçues par un comité curatorial. Dans ce comité, on va retrouver Barbara Tiron, Jean-Paul Jacot, Pierre-Alain Loth, Raphaël Sève, Francesco Della Casa, évidemment, mais qui est effectivement aussi retenu ce soir, Frédéric Josselin et Valentin Bourdon. C'est avec eux que cette édition de 24 des rendez-vous de l'urbanisme 2024 a été concoctée. Ensuite, si on est ici et que tout se passe bien,
très bien jusqu'à présent. C'est notamment grâce à Sarah Swak qu'on aimerait remercier aussi, que j'aimerais remercier de la part du comité. Également à Thomas Petowski qui s'est beaucoup investi dans l'installation de cette édition, l'équipe de renfort du pavillon Cycli, l'atelier Poisson pour cette très encourageante et accueillante identité visuelle, Résonance Studio pour la réalisation et la mise à disposition de cette scénographie, des échafaudages et des planches qui les recouvrent. Voilà, je crois que je vais encore peut-être appeler Valentin Bourdon. Valentin Bourdon qui va nous expliquer en fait qu'est-ce qui va se passer. Donc l'idée c'est qu'on vous fasse... trop fort. Non. Comme ça c'est mieux. Bon, donc Valentin Bourdon qui va nous expliquer qu'est-ce qui se passe lorsqu'on aura passé cette porte en fait qui nous indique que la transition écologique peut se faire dès à présent. Nous sommes nombreux, vous êtes nombreux à déjà avoir passé ou chercher à passer ce seuil, ouvrir cette porte dans un autre monde qui est celui de la transition écologique. C'est donc le thème de nos éditions et tu vas nous expliquer comment le programme a été concocté à partir de ce thème. Merci beaucoup Ariane, bonsoir à toutes et tous, c'est un vrai plaisir de vous accueillir ici pour cette édition des Rendez-vous de l'urbanisme sous le signe de la transition au présent. En choisissant ce titre, on a voulu mettre en avant les changements concrets à l'œuvre dans le territoire. On a cherché en fait à identifier les pratiques émergentes, peut-être des nouvelles orientations qui demandent peut-être aussi des changements de regard sur l'aménagement du territoire. On a voulu discuter pendant 3 jours notre capacité d'adaptation, quand je dis notre, de tous les domaines qui sont liés à l'aménagement du territoire. Les capacités d'adaptation pour reconnaître aussi les signes, les témoins, peut-être les annonciateurs de certains changements en direction de la transition socio-écologique, pour comprendre aussi quelles sont les possibilités qui nous tendent les bras. Effectivement, le défi il est quand même grand puisque ça ne va pas être si facile que ça à l'horizon dans lequel on s'est engagé, 2050 pour ne citer que celui-là, de passer d'une consommation linéaire des ressources aux vertus de l'économie circulaire, de passer aussi de l'artificialisation des sols à la régénération urbaine, de passer des déplacements polluants en faveur de territoires plutôt décarbonés de la proximité, mais aussi de s'émanciper un peu de cette ville sectorielle pour plutôt penser une continuité des habitats vivants. On voit beaucoup de transitions qui incarnent tout à leur manière les contours qui sont peut-être encore accessibles de futurs désirables. On serait tenté, face au défi par l'immobilisme, ou de penser que c'est trop loin. Mais donc il nous a semblé important pour cette édition de reconnaître déjà les marches qui nous approchent déjà de cette transition écologique, quelles sont les expériences, les processus qui sont menés, qui pourraient se voir amplifiés dans les prochaines années. Comment mettre à profit le cadre actuel pour vraiment réaliser cette transition écologique avec l'ensemble des moyens qui sont latents. On a ici, au pavillon Cycli, une invitation à passer la porte, qui se caractérise de manière très littérale par autant de portes, une quinzaine de portes autour de cette scène qui présente une exposition d'une quinzaine d'initiatives, de projets, de démarches et de publications qui, les unes comme les autres, sont autant de seuils à franchir pour réaliser cette transition au présent. On vous invitera à parcourir dans la soirée. Ce grand dôme, nous le disions, il va être pendant 3 jours le lieu de rendez-vous, le lieu de discussion, de points de vue croisés. Mais les rendez-vous de l'urbanisme, ça se passe aussi hors les murs. Dès demain matin et aussi jeudi matin, vous avez un certain nombre de parcours qui sont reposés aux 4 coins du canton. Et les inscriptions sont encore ouvertes, donc vous pouvez, n'hésitez pas à vous y ajouter. En particulier, il y a une immersion dans le réemploi, une visite du périmètre du Jardin des Nations ou un parcours à travers le Pave. Demain après-midi, on verra en quoi le cadre le permet déjà, avec une table ronde sur la question très importante du choix des matériaux et de leur impact, non seulement à l'échelle architecturale, mais aussi à l'échelle territoriale. On aura également demain la remise du premier certificat Low Cove. Ça sera ici demain dès 13h30 pour ouvrir l'après-midi. Ensuite, 2 séries d'ateliers à choix qui vous plongeront selon vos curiosités vers différents thèmes, celui de la morphologie urbaine, des milieux sensibles, des espaces vacants de l'éclairage urbain, sous l'angle « Investir ce qui est là maintenant ». Puis la 2e série d'ateliers toujours à choix entre l'arborisation, la sobriété énergétique, le design fiction et les enjeux de l'accessibilité,
selon l'idée de reconnaître déjà aujourd'hui les signes d'un futur présent sous nos yeux. Demain soir, pour continuer le programme, nous aurons une soirée exceptionnelle en compagnie de Paola Vigano, d'Alban Ferrari, de Christine Giraud, de Cédric Petitjean, Ariane Widmer, Frédéric Josselin, sur le thème « Raconter demain ». Comment on se projette dès maintenant dans un horizon qui est pourtant si lointain, à partir peut-être du récit comme un élément fédérateur. La journée du jeudi sera tout aussi riche avec encore des visites le matin, vous l'avez compris, et des tables rondes, ateliers l'après-midi. Si vous vous questionnez par exemple sur ce que l'apport des coopératives pourrait donner dans un projet d'envergure tel que celui du PAV, ou que vous souhaitez prendre part à l'élaboration des mesures SIA pour l'amélioration du cadre de vie, alors vous serez au bon endroit au pavillon Cycli pour parler de la transition écologique. Notez aussi la présentation demain, jeudi après-midi, des projets territoires en recherche qui seront dans l'étage, le petit dôme là-haut. Et pour conclure les 3 magnifiques journées, on aura ici même jeudi soir l'inauguration du programme interdisciplinaire Quartier en chantier qui est porté par le Centre interdisciplinaire HES SO Genève pour la transition des villes et les territoires. On est dans le thème, en particulier autour du secteur Praille-Acacia-Vernet. Il y aura non seulement une deuxième conférence, celle de l'historienne très inspirante Valérie Nègre, au sujet de l'histoire des chantiers, comme un puissant reflet des transformations qui animent nos sociétés, mais aussi des performances, une présentation du programme en lui-même et puis une conclusion festive. Rendez-vous jeudi. Mais pour l'heure, et dès ce soir, les rendez-vous de l'urbanisme qui ont été déjà amorcés avec une journée très riche, seront pleinement inaugurés par la keynote speaker, la conférence inaugurale de ce soir avec notre invité qui nous fait l'honneur et le plus grand plaisir de nous joindre à nous pour cette occasion. Et je laisserai Ariane Widmer l'accueillir comme il se doit. Merci. Est-ce que Pierre, tu montes ou je te présente ici? Je pense que tu montes. Voilà. Et tu peux t'installer. Baisser un petit peu les lumières pour que ça soit moins éblouissant. La technique, est-ce que c'est faisable? Baisser un peu les lumières qui effectivement sont... Enfin, bon, merci. Donc tu peux t'installer. Hein? Voilà. Donc Pierre Demorand, tu ne donnes pas souvent des conférences en Suisse romande. Et c'est vraiment un énorme plaisir et un grand honneur de pouvoir t'accueillir ici à Genève. Vraiment, on est très heureux et donc aussi très nombreux. Je crois que je présente un monument, ça m'impressionne un petit peu, mais je crois que derrière le monument, il y a aussi un homme. Et c'est peut-être, je vais m'attacher à te présenter en tant qu'homme, en tant qu'acteur, disons, fondamental dans notre territoire et puis à l'échelle internationale. Tu es, avec Jacques Herzog, le cofondateur du bureau Herzog et Demorand à Bâle, qui a été donc fondé en 78, après que tu aies étudié à l'école d'architecture polytechnique de Zurich entre 70 et 75 avec Aldo Rossi et Dolph Schnebly. Et Lausanne aussi. Oui. Tu as été professeur invité à l'université de Harvard depuis 1989 et tu as été professeur évidemment également à l'ETH Zurich et cofondateur de l'ETH Studio Basel avec Studio Basel Contemporary City Institute, de 1999 à 2018. Tu as, avec Jacques Herzog, reçu de très nombreux prix, notamment le prix Pritzker, plus beau des prix, Pritzker d'architecture en 2001, le Ribaroy Gold Medal de UK en 2007, le prix Premium Impérial au Japon de 2007 et le Miss Crown Hall America's Prize des États-Unis en 2014. Tu as également cofondé avec Jacques Herzog en 2015 la fondation Jacques Herzog et Pierre Demorand Cabinet à Bâle. Parmi tes projets les plus récents en Suisse, ou vos projets les plus récents en Suisse, nous pouvons citer le Kinderspital Roche-Prède. Vous venez de publier un nouveau livre, 25 fois Herzog et Demorand, et tu t'apprêtes à inaugurer sous peu le siège de Lambaraudier
actuellement encore en construction, qui s'ouvrira en 2025 au bord du lac avec une vue imprenable sur le paysage genevois. Tu es l'une des figures les plus connues de l'architecture en Suisse, de l'architecture suisse à l'international, mais c'est aussi sous l'angle du projet urbain et des questions territoriales que tu viens nous présenter ce soir ton expérience au service de multiples transitions et transformations, qu'elles soient territoriales, sociales ou culturelles, que ta pratique a su chaque fois réinventer. Dépasser le cadre, faire bouger les lignes, imaginer la durée à partir du présent, voilà ce dont tu vas nous parler et on se réjouit vraiment énormément de t'entendre. Donc je te passe le micro. Merci. Merci Ariane, merci à vous tous. Tu n'as pas parlé du fromage, mais je peux le... Non, vous pouvez un peu me comprendre. Je suis très honoré et j'ai aussi beaucoup de respect de cette conférence parce que je viens ici à Genève et comme je l'ai dit une fois au Valais, je ne veux pas aller les aider ou leur dire comment on fait la raclette. Ou bien on dit aussi pas amener la bière à Munich. Donc j'ai accepté ça, c'est pour qu'on puisse échanger, c'est le plus important pour moi, d'échanger des expériences. Et je me suis un peu approfondi dans Genève, je connaissais un peu, pas trop, et j'ai quand même compris qu'il y avait une énorme qualité architecturale, une histoire intéressante, des personnalités hors du commun. Et j'ai aussi pu, la dernière fois, au congrès suisse de la FAS, après une courte intervention qu'on a eue sur la propriété, sur les sols dans les villes, et j'ai eu 2-3 échanges avec des collègues genevois qui ont été très intéressés et très intéressants. Donc pour ce soir, c'est le bouton vert, ou bien? C'est la même chose, c'est pas autrement à Genève. Ah, alors je continue. Oui, c'est les jours. Voilà, c'est mieux comme ça. Vous entendez? C'est bon. Ah, voilà. Bon, mon avant-propos, je viens de le faire, c'est-à-dire vous saluer, de dire comment je suis honoré de pouvoir être ici. Et comme ça m'a donné beaucoup de plaisir de préparer cette conférence, ça m'a pris pas mal de temps et j'ai travaillé encore aujourd'hui. J'ai eu la possibilité de faire un petit tour genevois avec nos amis Jean-Frédéric Lucher et Manuel Eruozzi et j'ai découvert des choses excellentes, bien, moins bien. Malheureusement, comme partout en Suisse et partout dans le monde, il y a aussi des choses qui font moins plaisir, surtout en architecture. Et je pense que là, c'est une conférence ou bien ces jours que vous avez ici, c'est pour montrer qu'au fond, l'architecture, le territoire, le développement urbain nous touche tous. C'est quelque chose d'humain plus profond que l'on peut comprendre et je ne comprends pas, moi, qu'il y ait tellement en allemand, on dit des Hässlichkeiten, c'est vilain souvent, c'est inhumain, et là il faut faire quelque chose, et c'est à nous tous, au fond, d'essayer d'avoir un apport plus qualitatif dans le développement urbain.
Mes thèmes ce soir, pour que vous ayez un peu une vue d'ensemble, ce sont les thèmes que j'aimerais développer ce soir. Donc c'est clair que c'est l'aménagement du territoire et le développement durable. Je vais choisir une approche comparative, c'est-à-dire que je vais comparer Bâle et Genève, un peu de comprendre qu'est-ce qui est bien à Bâle, qu'est-ce qui est moins bien à Bâle, qu'est-ce qui est mieux à Genève, à mon avis, et essayer de comprendre un peu qu'est-ce que sont ces destinées de ces deux villes, de ces deux régions transfrontalières qui ont beaucoup en commun, mais qui ont aussi leurs spécificités, leurs particularités. Vous allez voir, je n'ai pas besoin de lire tout ça, certainement vous voyez un peu. Je commence par une thèse. L'aménagement du territoire et le développement durable sont deux leviers qui manquaient jusqu'au présent au territoire pour devenir des moteurs de la transition revendiquée et tant attendue. Réaliser les objectifs du développement durable à l'échelle des territoires, ce sera une de mes thèses principales. L'échelle du territoire, c'est clair qu'il y a différentes échelles. Il y a l'échelle qui commence par l'arbre, le banc, ici devant dans la rue, mais surtout l'idée du grand territoire. L'échelle de la région est propice à une réflexion sur et à une mise en œuvre du développement durable. Et au-delà d'être démographique et écologique, la transition est sociale et culturelle. Je reviens justement là sur les laideurs et sur les projets qui sont d'une qualité esthétique plus haute. Je pars d'une grille d'analyse et je fais justement un rapide portrait de Genève et Bâle que vous voyez ici sur la droite et sur la gauche. Et qu'est-ce qui les relie? Qu'est-ce qui font de ces deux villes des villes intéressantes justement à regarder de plus près, surtout considérant leur développement dans le territoire? Deux cités suisses au centre et aux portes de l'Europe. Ce matin, j'ai vu ça à Cornavin. J'ai pensé que c'était une idée assez intéressante de la gare suisse, que Genève comme Bâle font partie de la Suisse. Mais Genève et Bâle sont aussi au centre et aux portes de l'Europe. Ce sont deux points de passage millénaires. Ce sont des routes, des tracés dans le territoire, des routes marchandes de l'est à l'ouest et du nord au sud. Ce sont deux moteurs économiques suisses. Bâle, on connaît, c'est beaucoup d'import et d'export. Et aussi, les deux sont des contributeurs à la réforme de la péréquation financière en Suisse. Donc, ce sont des cantons qui peuvent aider à financer d'autres cantons qui ont plus de peine. Ensuite, deux collectivités doublement en marge. Bâle et Genève sont d'une part en marge de la Suisse, en périphérie. Et je pense que souvent, on en est un peu... on en pâtit un peu d'être en périphérie par rapport au Mittelland alémanique et vaudois. Et nous sommes aussi en marge de grandes cultures continentales, donc la culture française, francophone, et Bâle, étant une région trinationale, est en marge de la culture allemande et de la culture française. Ensuite, ce sont des centres culturels cosmopolites avec une longue histoire de culture et aussi actuellement, qui ont certainement aussi une activité culturelle de haut de gamme. Ce sont deux bassins frontaliers, ça c'est un peu bizarre ça, enfin. Ce sont deux bassins transfrontaliers et ce sont deux régions métropolitaines millionnaires. Là, millionnaire veut dire ce sont des habitants de plus ou moins 1 million, les deux. Cette recherche ou cette analyse de grille, on l'a fait d'une façon approfondie, justement Ariane vient de le dire, au Studio Basel, où en 1999, nous avons commencé nos études, nos recherches au sein justement de cet institut qu'on avait fondé. On ne voulait pas aller à Zurich. On a dit, la condition, c'est on veut faire ce qu'on veut. On veut seulement 20-25 étudiants et étudiantes, parce qu'on veut avoir le contact direct avec les étudiants et les étudiantes, et on veut être à Bâle.
Et ensuite, on s'est demandé qu'est-ce qu'on veut faire. On fait ce qu'on connaît le mieux, au fond, ce qui est devant notre porte, c'est-à-dire qu'on a essayé de comprendre la Suisse, de voir où est la Suisse. Et le résultat de cette recherche qui a duré 5 ans, en 2006, on a publié cet ouvrage qui s'appelle « La Suisse, un portrait urbain ». C'est une approche phénoménologique, c'est-à-dire qu'on a été sans idée préconçue. On n'avait pas de préavis. On était innocent presque. On a été dans le terrain. On a fait des forages, comme on appelle ça, des carottages, on pourrait aussi appeler ça. C'est-à-dire qu'on a été avec les étudiants, on a été sur place et on a essayé de comprendre quels sont les phénomènes urbains, surtout les phénomènes urbains qui sont en cours en Suisse. Donc ça a donné beaucoup de matériaux et avec ça, on a pu justement ensuite faire cette publication. Une des thèses ou bien des résultats principaux de cette recherche approfondie a été que nous avons découvert en Suisse 5 typologies. Et ces 5 typologies sont les régions métropolitaines, les réseaux de villes, les zones calmes, les réseaux alpins et la friche alpine. Et ici, à Genève et à Bâle, nous sommes 2 des 3 régions métropolitaines suisses. Ce qui est intéressant, c'est que l'ARE, à Berne, a repris au fond cette idée de territoire et d'aller au-delà des frontières institutionnelles et souveraines de la Suisse et de comprendre que les bassins de vie des gens qui habitent en Suisse, ça va au-delà des frontières, ça va au-delà des frontières nationales, ça va au-delà des frontières cantonales. Et là, je pense que c'est intéressant que au fond, la planification suisse officielle a repris cette idée de typologie urbaine et les a appelés 12 territoires d'action, dont justement 2 sont un de Bâle, et là encore la métropole lémanique avec Lausanne et Genève. Ensuite, le cadre législatif que nous avons, il est assez impressionnant. Je pense qu'il y a beaucoup qui s'est fait. Il y a beaucoup qui est en vigueur. Ici, vous voyez les 3 niveaux institutionnels de Suisse, le national, le cantonal, le communal. Il y a aussi le régional, dont je vais parler après un peu plus tard. Mais avec ce principe de subsidiarité, il y a un doute. Je pense qu'on peut un peu douter. Est-ce que ces outils suffisent pour réaliser, au fond, ce qu'ils stipulent? Là, j'ai mon doute. Et je pense qu'il faut trouver d'autres outils, d'autres moyens. Peut-être ça, c'est un moyen pour arriver à nos fins, c'est-à-dire à un développement du territoire qui soit durable. Il y a un millefeuille administratif incroyable, il y a beaucoup trop. Et est-ce que notre système démocratique du XXIe siècle suisse, hyper démocratique, est capable de développer le territoire? Question mark, point d'interrogation. Ensuite, j'ai fait une analyse historique, une lecture historique des 2 régions, de la région genevoise et de la région bâloise, et ça à la base, ou sur la base de la carte Dufour. Bon, je n'ai pas besoin de dire Dufour, de l'introduire ici à Genève, mais pourquoi je prends la carte Dufour? Parce que cette carte, c'était la première fois que le territoire était en Suisse, au fond, représenté d'une façon systématique et aussi scientifique. D'autre part, je trouve que le choix de la technique est aussi très intéressant. Ce sont des cartes sans courbe de niveau. J'aurais après des cartes avec des courbes de niveau. Là, ce sont des hachures. Dufour a choisi des hachures et on voit vraiment le territoire comme il est, comme espace. Les espaces géographiques sont beaucoup mieux lisibles que, par exemple, sur Google. Si je regarde Google, j'ai aucune idée. C'est plat, ce que je vois, c'est les bouchons, mais même il y a un profil topographique, il n'est pas suffisant. On ne comprend pas où est-ce qu'il y a une montagne, où est-ce qu'il y a le Jura, où est-ce qu'il y a les Alpes. Et c'est pour ça que ces cartes de Dufour sont beaucoup plus inspirante pour ça, pour comprendre le territoire qui n'a pas beaucoup évolué en tant que paysage, disons. Et une des premières choses que j'ai fait, je l'ai aussi fait pour la Suisse, c'est j'ai retracé les frontières nationales et cantonales
Et j'ai essayé de comprendre où est-ce que la frontière est un élément naturel, c'est-à-dire un ruisseau, un fleuve, un lac, une montagne, un col, ou où est-ce que la frontière n'est pas un élément naturel, géographique. Et donc ça donne un peu ça, on comprend un peu. Bâle, on le voit à très peu par rapport, sinon le Rhin, mais sinon c'est ça qui donne à Bâle et à la région de la Suisse du Nord-Ouest cette fragmentation cantonale et communale. Et Genève a plus autour de lui, autour d'elle, un territoire qui fait partie justement de ce territoire genevois. Ensuite, je fais à rebours, comme je l'ai dit, je pars de 2024 et je refais l'histoire de ces deux régions. Dans 2024, tout le monde connaît Genève, Vaud, la France de tous les côtés, et la Suisse est Bâle, la France à l'est, l'Allemagne à l'est et la France à l'ouest, et Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Arreau et Soleure. Ensuite, je vais... Ah non, ça a été trop vite. Ensuite, je vais en 98 et 99. C'est-à-dire que Bâle a reçu le Laufonnais. Le canton du Jura, 78. Très rare en Suisse que depuis 1848, il y ait eu une différence, un changement aussi radical qu'avec le canton du Jura qui s'est formé nouvellement. Ensuite, de 1833, justement à ces événements de 1978 et 1979, ça a été plus ou moins stable. Ce qu'il y a eu à Bâle, il y a eu des votations. Est-ce que les deux Bâles se réunifient? C'était comme si on voulait, je ne sais pas, demander si... Qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Ouais, vous comprenez ce que je veux dire. C'est qu'au fond, c'est quasiment impossible. Et donc, en 1832-33, il y a eu ce drame bâlois, vraiment dont on souffre encore. Et on voit où une frontière cantonale rend un développement qui est considéré, qui est organisé, qui est coordonné, vraiment très difficile. Et ce n'est pas seulement le territoire, mais c'est les écoles, c'est les hôpitaux, c'est les transports publics et tout ça. Donc, on voit ici à droite le canton de Bâle qui avait 465 km² et il a été partagé en une partie ville, 8%, 37 km², et la campagne a pris le gros du gâteau. Le drame est, d'une part, les Bâlois étaient vraiment stupides, arrogants, hautains. Ils n'ont pas été capables, comme je le crois, à Genève. Ça s'est passé différemment avec une révolution libérale qui a compris qu'il y avait des éléments ruraux et des éléments citadins. Bâle, c'était la ville hautaine et qui pensait que les paysans, c'était les paysans et ils n'avaient pas le droit de vote. Et ça, ils l'ont reçu plein la figure et ils ont perdu la bataille en 1833. Ensuite, ce n'était pas encore la Confédération de 1848, c'était encore le Staatenbund, donc c'était les Orte, je ne sais pas comment on dit en français, et c'était la Taxation qui a au fond puni Bâle. Ils ont fait 2 demi-cantons. Ils n'ont même pas fait 2 cantons, ils ont fait 2 demi-cantons, c'est-à-dire avec une voix chacun au Conseil des États. C'est une double punition. C'est assez difficile à accepter, mais c'est la réalité, malheureusement. Ensuite, le Congrès de Vienne, important pour le canton de Genève, où l'on voit ce que le Congrès de Vienne a apporté à Genève, c'est-à-dire un désenclavement et un arrondissement et aussi une liaison directe avec la Confédération, le canton de Vaud. On voit ici en jaune fort, c'est les communes qui ont pu être attachées au canton de Genève, qui étaient françaises et haute-savoyardes. Et Bâle a reçu le Birsec. Voilà, bon, ça c'est ça. Je vais reparler de ça, les zones franches. Je pense que c'est quelque chose de très spécial pour la France et pour Genève. C'est-à-dire que les frontières nationales ne s'arrêtent pas aux frontières nationales, mais qu'il y a
des traités et des accords, surtout au point de vue de douanier, entre le Pays de Gênes et la Haute-Savoie. Je pense que ça aide aussi mentalement à comprendre que Genève peut être une région qui va au-delà, ou un territoire qui va au-delà des frontières nationales. Ce que je montre ici, c'est au fond les communes. On voit en bas à gauche, on voit encore le territoire genevois avant 1815. C'est-à-dire qu'il y avait une ville, il y avait Jussy, il y avait Dardagny, il y avait Satigny, mais c'était en dehors, il y avait entre deux, il y avait le royaume de France et le royaume de Sardaigne qui se touchaient là au Rhône. Donc c'était des enclaves, ce n'était pas un territoire continu. Quand on compare à ce qu'on a maintenant, ce n'était pas un territoire continu. Et j'aimerais parler de la commune suisse. Si vous regardez encore une fois à gauche, vous avez ces communes que j'ai mentionnées, justement Gentot, Céligny, donc les anciennes communes, les plus anciennes possessions de Genève, en dehors de la ville, bien sûr. Et si vous regardez maintenant la Bâle et la Nordwestschweiz, j'ai pris 3 communes que vous voyez en bleu, c'est Neuwahler, c'est la France, c'est comme bouffé par la Suisse. Vous avez Wilbenken et vous avez Wintersingen. Et la commune suisse est au fond la souche, la cellule souche de la Suisse. C'est la commune qui a le plus à dire, en particulièrement dans le développement du territoire. C'est toujours encore, on a vu la Confédération, elle fait le projet du territoire suisse, c'est bien gentil, faites s'il vous plaît comme cela, mais ça n'a aucune directive. Le canton fait le plan directeur cantonal, mais c'est la commune à la fin, en tout cas, je peux parler de Genève qui a une situation exceptionnelle en Suisse, mais en général, c'est toujours la commune, le chef-lieu de la commune, le maire et tout ça qui, au fond, définit ce qui se fait en matière de territoire. Et là, je prends une de mes images favorites de Bâle-Campagne, c'est Wintersingen, et c'est la commune type, archétype, c'est-à-dire qu'elle est bien blottie là dans sa petite cuvette, c'est le village, autour il y a les champs, et comme frontière, il y a la forêt. Et au fond, ces frontières communales sont les plus stables, les plus anciennes en Suisse. Ce sont des frontières qui datent du Moyen-Âge. Et on a toujours, encore maintenant, ces mêmes frontières comme au Moyen-Âge. Et les cantons, comme Bâle-Campagne, comme Bâle à l'époque, ils achetaient des communes, ou ils les recevaient. Donc c'était comme on allait acheter quelque chose, on avait des communes, et on pouvait arrondir, ou bien on a justement cet espace fragmenté comme on a dans la Suisse du nord-ouest. Ensuite, ce que j'aimerais encore comparer pour comprendre mieux la Suisse, c'est que, différemment de la France, la Suisse est composée. La Suisse est composée de communes qui sont de nouveau des cantons, et les cantons sont de nouveau la Suisse. La France, c'est le contraire. La France, elle est divisée. Elle est divisée en départements. C'est quelque chose qui a été, ou une idée qui a été conçue à la Révolution française. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un territoire et j'en fais plus ou moins des unités semblables, mais qui toutes dépendent du centre de Paris. Donc c'est comme l'effet opposé étatique entre la France et la Suisse. J'aimerais maintenant aller dans l'autre sens, c'est-à-dire que je commence depuis les débuts du devenir des deux cités. Et là, je me base, comme j'ai dit avant, sur des cartes topographiques avec courbes de niveau. Encore une fois, pour comprendre l'espace où nous vivons, l'espace physique, l'espace géographique où nous vivons. Vous voyez de nouveau à gauche, Genève, avec tout en haut le Jura et le Salève, et la même chose du côté de Bâle. C'est le relief. Ensuite, il y a l'hydrographie, l'eau. C'est-à-dire ce sont l'eau qui a fait avec l'érosion, qui a créé les vallées, qui a créé les plateaux. On a vu aujourd'hui le glaciaire. On comprend qu'on va à travers Genève où il y avait une terrasse plus haute, c'est-à-dire
un stade glaciaire qui était antérieur à celui de la fin, et à celui où maintenant on a le lac et le Rhône. Ensuite, je reviens sur les réseaux routiers et les sites celtes et gallo-romains. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux villes étaient celtes. Les Genevois, c'était les Allobroges, à Bâle, c'était les Roraciens. Et il y avait des sites qui étaient antérieurs à ce qu'on connaît comme ville, comme Oppidum, Genava ou Basilea, qu'on voit ici en plus grand, où ces deux villes, au fond, sont sur des éperons. Ce sont des acropoles. Les deux villes sont des acropoles sur des éperons qui sont des formes géologiques. La moraine frontale à Genève, comme je le comprends, c'est une moraine frontale. Et à Bâle, c'est au fond le Birsig, c'est-à-dire le petit frère du Rhin. C'est un ruisseau. Mais le ruisseau, il a créé, justement, en faisant cette érosion, il a créé cette vallée, vous voyez le Birsig. Et donc, il y a eu cet éperon qui était formé de trois côtés et qui était plus facilement défendable. La même chose à Genève, au fond. Peut-être ça, ce serait important. On a parlé aujourd'hui où est-ce qu'il y avait un pont romain. On pense qu'il y avait un pont romain, je ne sais pas, peut-être vous le savez. En tout cas, à Bâle, il n'y avait pas de pont. Ça, c'est sûr. Le pont, il était à Kaiserhaust. Mais pourquoi je montre ça, c'est qu'ils avaient une autre façon pour traverser le Rhin, qui était un fleuve quand même assez, quelquefois méchant. Et donc, ils avaient ces barques, et du côté de l'intérieur, où le courant est moins fort, ils poussaient comme ça avec leur harpon. Et ensuite, ils allaient en diagonale sur l'autre côté, en diagonale sur l'autre côté. Et ce qui était à l'époque un moyen de transport pour les gens et pour les biens est resté un sport à Bâle. On va maintenant les villes épiscopales, je fais ça très rapidement. C'est vraiment pour comprendre un peu ces deux villes, surtout en comparaison. Et les villes marchandes, là on voit maintenant à droite, à Bâle, la construction du pont du milieu de Rheinbrücke, environ 1225, début, première moitié du XIIIe siècle, aussi avec Klein-Basel. Ce que je montre ici, c'est au fond des personnalités qui forment aussi, ou qui donnent une identité à une ville et qui, au fond, les caractérisent, au fond, assez bien à ma connaissance. Erasme, que je connais un peu mieux que Calvin, était un homme qui était, au fond, déchiré entre deux feux. Il était catholique, mais il avait une vision protestante, c'est-à-dire qu'il voulait repenser le catholicisme. Et donc, il était ni d'un côté, ni de l'autre côté. Donc, il a été chassé sur Fribourg-en-Brisgau, sur Londres, sur Bâle. Mais c'est à Bâle qu'il est revenu et c'est là où il a trouvé une citoyenneté qui acceptait justement ses ambiguïtés et d'être pas idéologue ou d'être pas démagogue. Calvin, c'est différent. Calvin, il a formé cette constitution genevoise, je pense, qui est unique. Il a été au-delà aussi. Ça a été aussi une pensée qui a été vers les Pays-Bas et ensuite vers les États-Unis. Donc là, il y a eu une pensée forte. Qu'est-ce que c'est une communauté et comment est-ce qu'on gère une communauté? Et là, je pense que Calvin a été très fort. Il a aussi fondé l'Académie, c'est-à-dire que la question de l'éducation était très importante. Pour Erasme aussi, c'est clair. Les villes réformées, maintenant, Fredo, tu vois, j'avais aussi ça. Et là, ce qu'on voit, c'est, au fond, la relation entre la fortification genevoise, c'est incroyable, c'est immense, comparé à l'enceinte. C'est-à-dire, le contenu est assez petit en relation au contenant. À Bâle, c'était différent. Il y avait beaucoup d'espaces verts à l'intérieur, c'était pour l'agriculture, c'est-à-dire pour l'alimentation. Et donc on voit qu'à Rouge, ça commence maintenant un peu à avoir ces confrontations entre catholiques et protestants. Donc il y a eu ces deux villes satellites, d'une qui était savoyarde et l'autre qui était française avec Versoix et Carouge. Donc ça a été toujours assez difficile pour Genève. Donc ils étaient tout le temps, ils étaient sous pression, il y avait tout le temps quelque chose, un ennemi au fond qui voulait
s'emparer de la ville et que surtout c'était des questions politiques et religieuses. Et on voit encore une fois, comme Claire et à Bâle, il y a eu Vauban, ça c'est les Français qui ont construit une énorme forteresse à 4 km de Bâle. La frontière est à 2,5 km à l'époque. Carouge était à moins de 2 km du centre de Genève. Il faut comprendre ça. Dans un 21e siècle, on espère avoir des frontières ouvertes, qu'il y avait l'ennemi qui était au fond à moins de 2 km. Si je continue maintenant avec la ville industrielle, c'est certainement des révolutions les plus importantes, c'est le chemin de fer. Et on voit comment ces deux villes, le chemin de fer a évolué et c'est plus ou moins parallèle. Mais ce qu'on voit aussi à Bâle, c'est qu'au fond, il y avait trois branches. Il y a la branche française. Les Français, ils ont commencé très tôt, avec Strasbourg et Mulhouse, de développer le chemin de fer, dans les années 30 déjà. La même chose du côté de Bade, à rive droite du Rhin. Et la Suisse aussi a rapidement compris qu'au fond, pour développer la Suisse, il fallait aussi développer les chemins de fer. La ville industrielle, il y a eu à Bâle surtout, il y a eu un grand développement de l'industrie à Bâle, surtout l'industrie chimique. À Genève, il y a Sécheron, il y avait d'autres endroits pour ça, et surtout les quartiers, ces quartiers qui sont en couronne autour du centre historique, au fond c'est les mêmes principes. Il y a la ville historique et il y a un large développement de la population, donc il faut créer ces quartiers ouvriers, surtout c'était des quartiers ouvriers à Bâle, surtout des quartiers ouvriers qui sont comme une couronne autour de la ville historique, et un peu avec le modèle viennois qu'on connaît comme le Ring de Vienne, avec aussi des institutions, que ce soit une université, des musées, des salles de concert ou tout ça. Ensuite, la ville rouge, j'ai rien. Je ne sais pas si ça a été censuré. J'ai perdu l'image. Mais je pense que c'est important de parler de la ville rouge. Et cet après-midi, j'ai trouvé 2 images magnifiques. Et je pense qu'ils ne pourraient pas être plus actuels que de ce qu'on parle aujourd'hui. J'ai pu les faire une photo dans un livre de Jean-Frédéric. Donc, vous voyez, ça a été fait aujourd'hui, ça. Donc, ce qu'on voit, c'est ce plan directeur de 1936 de Maurice Braillard, qui, à mon avis, est incroyable. Il est vraiment époustouflant, il est intelligent, il est prévoyant, il est visionnaire. Et on voit comment la ville, comme je l'ai décrite avant, mais surtout aussi les espaces agricoles sont définis comme espaces agricoles. Et je pense une des grandes forces de Genève, que ça a été compris comme ça, que l'espace qui n'est pas urbain ou qui n'est pas encore développé, ce n'est pas quelque chose qui est à disposition à l'infini. Et c'est pour ça que j'aime pas mal le thème dont je dirai après ça. Et à droite, vous voyez un plan, et vous verrez sur un plan qu'on a fait nous pour la Baselstadt im Werden. Je ne connaissais pas ça, qu'on avait fait ce plan en 92, qui montre au fond ce réseau d'espaces verts à Genève, avec les parcs, mais aussi avec les corridors de verre entre ces grands parcs. La ville internationale, la ville moderniste, ça va aussi beaucoup trop rapidement. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a la ville internationale, c'est clair, ce sont les aéroports, c'est les institutions internationales, l'ONU et toutes les autres. Et ce qu'il y a eu beaucoup aussi à Genève, si on parle de la ville moderniste, c'est les grands ensembles. Donc je pense que Genève, pour ça, est exemplaire. Je ne connais pas une ville, Berne un peu, Fribourg peut-être un peu, mais Zurich et Bâle n'ont pas du tout ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu ce mouvement dans les années 60 et 70 de croire au logement comparé à ce qu'on fait maintenant. Ce n'est pas assez bien ce qu'on fait maintenant par rapport au logement. C'est pour ça qu'on a une crise du logement. Et à l'époque, ils avaient vraiment une vision qu'on fait comme aussi de nouveau une couronne autour de la ville avec les grands ensembles. Est-ce qu'il y avait besoin, pour relier les grands ensembles où l'on habite, aussi les malls, les shopping centers, on avait besoin d'autoroutes. Donc c'est ça, au fond, la ville de la seconde moitié du XXe siècle. Maintenant, 24, où est-ce qu'on est? Vous avez le CEVA,
bravo. Vous avez peut-être des extensions. Nous, à Bâle, on n'a pas encore le Herzstück, c'est aussi un calvaire. Et on a le Rheintunnel, on va bientôt voter, ça maintenant en novembre, sur ça. Et ce qu'on a, c'est des Entwicklungsgebiet, comme on dit, à Bâle. C'est, je pense, ça ce qui caractérise Bâle et le potentiel de Bâle, c'est d'avoir des anciens sites industriels qui sont plus utilisés comme sites industriels et ils sont maintenant à disposition pour développer la ville de façon plus urbaine, avec une mixité, avec des logements, avec du travail, avec tout ce qui s'en découvre pour la ville. Ce que j'ai pu lire aussi avec grand intérêt, c'est que justement dans le plan directeur, officiellement, vous parlez, il y en a bien d'autres, je sais, d'autres aussi aires de développement. Et quand je regarde les quantités, si j'ai fait les calculs justes, j'arrive à 2 millions de mètres carrés de logements et 1,3 million d'activités, seulement avec les 5 projets que vous mentionnez dans votre plan directeur. C'est assez bon. Donc, les transports publics bâlois, ça avait pas mal commencé en 98. C'est-à-dire qu'on avait fait du fait, comme on se rappelle, on est dans une région transfrontalière, il y a les Allemands, il y a les Français, il y a les Suisses, il y a les Bâle-Campagne, et donc il y a aussi 4 compagnies de tramway. Et à l'époque, ils avaient fait, en 98, ils avaient fait une convention, c'est-à-dire qu'ils voulaient se développer ensemble. Ça, à mon avis, c'est assez bien. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le Tarifverbund Nordwestschweiz. Ça, c'est le réseau actuel des trams, plus ou moins. Et on a un grand problème, c'est que la plupart des lignes, elles doivent passer par le centre-ville. C'est assez difficile. Et il faut vraiment changer cette conception de penser que chaque ligne de tram doit passer par la place du marché. Ensuite, on a une autre problématique, c'est que ici j'ai vu la ligne 14 qui a pu se réaliser. On a eu à Bâle des votations et toutes ces votations pour les rallongements de lignes de tram n'ont pas passé les urnes. C'est assez difficile à comprendre, c'est-à-dire que le transport en commun ne trouve pas une majorité dans un canton. Et que ce soit à Bâle-Campagne, avec Salina Raurica, ou à Bâle-Ville, les gens sont contre le développement du tram. C'est difficile à comprendre. Et maintenant, justement, je viens encore une fois, c'est ces trams interminables qui obstruent toute la ville, là on voit. Et je pense que l'on peut apprendre de villes qui sont en dehors de la Suisse, par exemple en Afrique ou aux Indes, c'est qu'ils ont des problèmes de circulation et de trafic beaucoup plus élevés que nous avons. Mais comment est-ce qu'ils font ? Ils font ça d'une façon très, très simple, au fond, et très innovative. Qu'est-ce qu'ils ont ? Des tuk-tuk qui sont faits à l'hydrogène. En Inde, c'est obligatoire, ce n'est pas le moteur à combustion. Et les matatus du Kenya sont vraiment cool. Ils sont petits, ils sont flexibles, ils ont de la musique dedans. C'est génial. Mais nous, on reste là sur nos trucs, et j'en ai quand même trouvé un petit bus à Bâle. Et je pense qu'il faut, si on ne peut pas obliger la population à accepter des nouvelles lignes de tram. Mais ça ne sert à rien non plus de mettre les mains dans les poches et dire « oh voilà, tant pis ». Il faut trouver d'autres formes innovantes de transport public. Maintenant, justement un peu un problème bâlois, c'est notre RER. Nous avons vu avant, avec le développement des chemins de fer au XIXe siècle, qui était au fond plus ou moins déjà ce qu'on a maintenant, c'est-à-dire avec les 7 branches. Ce sont 7 branches et on a un goulot à Bâle. Tout le nord-sud doit passer, on voit les collines, et tout au fond doit passer dans ce goulot. Donc le goulot, il est saturé. Et c'est ça ce qui donne au fond, chaque jour, les personnes et les marchandises, c'est le goulot, ça c'est un diagramme officiel des transports routiers dans la région bâloise. En plus, notre RER n'est pas complet, il n'est pas fini. C'est-à-dire que si je vais de Lörrach à Bâle, à Liestal, j'ai besoin d'au moins 40-45 minutes. Et donc, on a fait une analyse du système ferroviaire bâlois, c'est-à-dire qu'on a les 3 gares.
On a un centre qui est au fond isolé. Par contre, on a toutes ces lignes de tram qui traversent la ville, mais qui ne relient pas vraiment la ville avec ses alentours. Et donc, longtemps, les Bâlois n'étaient pas convaincus, ils n'étaient pas aussi unis, et ils pensaient de faire des lignes qui étaient plutôt au nord pour relier les deux gares. Et ça a été un travail vraiment de titan de leur faire oublier cette idée, parce que si c'était réalisé, je compare le centre de la ville comme le village gaulois. C'est-à-dire que c'est bien joli, mais personne n'y va. Et ça, c'est la gare, la place du marché actuelle, assez triste, assez difficile. Et c'est pour ça qu'il y a cette clé de voûte qui manque dans le système RER bâlois. Et cette clé de voûte, c'est le Herzstück. On a fait une analyse où est-ce qu'il y avait les activités à Bâle, où est-ce qu'on habite, où est-ce qu'on travaille. Et on avait des trous, au fond. Il manquait des haltes du RER. Et c'est ça, au fond, qui a défini, au fond, la ligne maintenant de ce sogenannte Herzstück, avec justement un arrêt au centre, Basel-Mitte. On a fait beaucoup pour faire comprendre ça aux hommes politiques, à Berne, à Bâle-Campagne, à Bâle. Ça a été un travail incroyable de montrer qu'il y avait des variantes, et on a fait des comparaisons et on a dit que ça, c'était au fond, mais c'était seulement possible en montrant qu'il y avait des alternatives, qu'il y avait des options. Ce n'était pas de dire que c'était la seule solution, parce que là, on n'aurait aucune chance. Là, c'était au fond de montrer qu'il y avait différentes options, différentes variantes, mais qu'il fallait choisir justement celle du Herzstück. Ça a été l'image clé. C'est incroyable comme, au fond, une population ou des hommes politiques travaillent aussi avec l'image. Et on a fait la halte du Basel-Mitte, donc du halte centrale de Bâle, dans la Hauptpost, dans la poste centrale qui n'est plus Hauptpost. Donc c'est un bâtiment historique, c'est un bâtiment qui était public. Et ça, tout d'un coup, ça fait un déclic chez les gens. Ils disent « Ah, mais bien sûr, c'est ça !» Voilà. Et la même chose avec la Bourse, c'est aussi un bâtiment historique, un bâtiment qui était public et qui deviendrait maintenant l'accès pour ce RER souterrain. La mobilité, le trafic routier, on connaît tous ce quotidien suisse, les heures d'embouteillage en hausse, surtout dans les agglomérations aussi. Et est-ce que l'élargissement de la A2 à 6 pistes va vraiment régler ces problèmes? J'en doute une fois de plus. Une carte officielle de l'Office fédéral de statistique. Quand on parle de pendulaire, ça c'est la carte officielle. Si je regarde Genève et Bâle, avec presque 100 000 frontaliers chaque jour, la Suisse, ça ne les intéresse pas. C'est assez difficile à comprendre, à mon avis. Zurich, par contre, mais Bâle et Genève, c'est comme coupé. C'est amputé. Et ça, c'est officiel selon l'Office fédéral de statistique. C'est-à-dire que le quotidien suisse, il fait un peu tout partout. C'est-à-dire que je travaille là, j'habite là, à Saint-Gall et tout ça. Et c'est ça, au fond, qui donne, au fond, ce trafic, surtout ce trafic routier, mais aussi là. Donc, j'aimerais plutôt plaider pour un fédéralisme territorial, régional et transfrontalier. C'est-à-dire que de donner plutôt une autonomie à des régions délimitées et pas à tout le Mittelland, depuis le lac de Constance au lac Léman. Le projet Territoire Genevois, on a les plans directeurs cantonaux. Et ce qui est intéressant dans certains cantons, c'est aussi, au-delà de la frontière, c'est blanc. C'est comme chez les Grecs, comme est-ce qu'on disait, on tombe dans le... Il n'y a pas, regarde Argovie ou Soleure. C'est seulement Soleure, et quand on regarde aussi la forme de Soleure, ça va tout le temps dans quelque chose d'autre, mais ça n'intéresse pas le plan directeur cantonal. Genève, j'ai déjà dit rapidement avant, aussi avec la commune, vous voyez à droite le système suisse, et à Genève, l'exception, au fond, de Genève, où le pouvoir cantonal, au fond, a une grande force. C'est-à-dire que beaucoup, dans le développement cantonal de Genève, se fait d'une façon centralisée, et pas dans chaque commune du territoire genevois.
Maintenant, oublions une fois les frontières souveraines. Je reviens sur le projet du territoire suisse. Je reviens sur ces deux régions métropolitaines, Bâle et Genève. Donc le projet de territoire genevois, il y a des initiatives justement déjà qui sont en cours. Le projet du territoire genevois, à Bâle, on est un peu... il y en a beaucoup trop. On n'a pas très bien compris encore comment est-ce qu'on pouvait délimiter cet espace transfrontalier. Genève, je pense, a fait un grand pas en définissant le Grand Genève et en disant ça c'est le district de Nyon qui fait aussi partie du canton de Vaud, mais aussi des districts du Pays de Gex, de l'Ain et de la Haute-Savoie, mais surtout aussi le centre cantonal avec Genève. Donc ça, ce sont à Bâle toujours ces formes qui sont un peu difficiles. Et maintenant, faire cette analyse du territoire par rapport au paysage. Ça, c'est une seconde publication qu'on a fait au ETH Studio à Bâle en 12 et 16, où on a dit au fond que le territoire, il devait comme être le protagoniste principal. Jusqu'à maintenant, la ville pouvait s'étaler, on parle d'étalement urbain, en anglais on dit sprawl, en allemand on dit Zersiedlung, j'aime beaucoup le mitage. Parce que le mitage, ça dit, c'est les mythes qui bouffent le paysage. C'est beaucoup mieux de comparer. Donc, c'est le paysage qui ne veut pas les mythes. Et donc, c'est le paysage qui dit maintenant, hey, halt, je ne suis plus là à disposition illimitée. Et on avait aussi fait référence à un petit bouquin fin des années 50, Achtung die Schweiz. C'est incroyable que c'est d'actualité, ce bouquin. C'est incroyable. Parce que Frisch, c'est surtout Frisch et Burckhardt, Kutter, il a fait plutôt la typographie, mais c'était les deux, Frisch l'écrivain et Burckhardt le sociologue, qui a fait déjà à l'époque un portrait suisse, mais incroyable. Ils décrivent les problèmes qu'on a aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on avait pris pas seulement Achtung die Schweiz, mais justement Achtung, die Landschaft, attention, le paysage. Donc je repars maintenant du territoire, maintenant une carte. Et je fais une petite grille, ça va rapidement, je vous m'excusez, c'est un peu superficiel, mais ça laisse peut-être aussi un peu de manière d'interpréter. Donc ce n'est pas des affirmations, ce sont plutôt des pistes que j'aimerais montrer, pas dire, affirmer, c'est comme ça et c'est pas comme cela. Donc aujourd'hui, justement, qu'on a été de Genève à Meyrin et retour, ce qu'on voyait, c'est cette ceinture verte qui entoure le bassin genevois. Donc le Jura et le Salève, le Voiron aussi un peu. Et c'est cette ceinture verte qui définit au fond un espace géographique, mais qui est aussi un espace culturel, un espace historique. Cette ceinture verte. Bâle est tout différent. Vers l'arrière, il y a le Jura, la forêt noire, et c'est cette ouverture qui est très atypique pour la Suisse, une ouverture très généreuse vers le nord et vers l'Allemagne, et vers les Pays-Bas et vers la mer du Nord. Ensuite, nous avons des espaces ruraux, villageois, agricoles. Nous avons encore une fois l'hydrographie, c'est-à-dire le petit lac, qui est comme un centre de parc, un Central Park aquatique, à mon avis, une rade grandiose. Bâle a confluence de rivières aussi, de plusieurs rivières. C'est un bassin à versants multiples, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'eau qui viennent des montagnes avoisinantes. Toute l'eau des Alpes du Nord, ça va vers Bâle. Et on voit ça avec les galets dans le Rhin. On a les galets de la Reuss, on a les galets de l'Ar et on a les galets de la Limmat. C'est intéressant comme on voit la géologie des Alpes se rencontre à Bâle et ensuite va vers le nord. Donc je pense que ça, ce sont des éléments importants pour trouver comme un langage aussi commun pour se définir soi-même en tant que société. Un assemblage d'éléments, l'urbain bâti, bien sûr, les villes-centres, mais aussi justement ces périurbains qui sont très différents à Bâle et à Genève. À Genève, c'est de nouveau cette couronne qui est autour du centre historique, qu'on avait défini dans notre ouvrage comme l'autre Genève. On peut aussi parler du genevois français. Et donc, je pense que là, si on pense maintenant le territoire genevois dans une plus grande échelle, et pas dans une échelle uniquement institutionnelle et souveraine, il faut prendre en compte tous ces différents éléments. Et ça, c'est ça qui définit au fond le bassin genevois et le bassin
bâlois. Je reviens encore une fois ici sûrement sur ces zones franches qui, à mon avis, sont un élément historique et aussi culturel et politique assez intéressant pour comprendre qu'il y a une relation, qu'il y a une interrelation, même une interdépendance entre les deux côtés de la frontière. Ce qui est maintenant, ça c'est tout un peu très schématique, mais au fond, il y a beaucoup de travail à Genève et il y a beaucoup d'habitats autour de Genève. Et je pense que là, il faut trouver un équilibre qui donne plutôt ces activités qui nous définissent au fond en tant qu'humains dans un territoire, c'est-à-dire habiter, travailler, faire du shopping, se former et se détendre. Ce sont ces activités principales qui, au fond, devraient être réparties mieux, non seulement en Suisse, mais aussi dans les territoires en question, pour, au fond, éviter qu'il y ait cette circulation qui va de plus en plus. Je fais même une petite... pour aller au-delà du territoire du bassin genevois, donc on peut parler aussi non seulement du Petit Lac, mais on peut prendre tout le lac Léman et de penser ça comme une région métropolitaine qui va jusque dans le Chablais valaisan jusqu'à Annecy aussi. Et j'ai fait ici une comparaison en échelle, même échelle, avec le Öresund, entre le Danemark et la Suède. C'est de comparer en dimension, c'est-à-dire ce sont des conditions semblables, ce sont deux nations, ils ont des ponts, ils se rencontrent, ils commutent l'un et l'autre, et ça forme de nouveau ce Öresund entre le Danemark et la Suède, forme une identité pour le côté danois et le côté suédois, comme la même chose maintenant pour la Suisse et pour le lac Léman avec les Valaisans, les Vaudois, les Savoyards et les Genevois. Ensuite, je pense qu'il est important, c'est trouver un langage qui nous soit commun, un langage qui soit compréhensible. Et j'ai essayé de comprendre un peu, quand je parle de représentation, comment est-ce qu'une région se représente. J'ai été sur les sites, je vois Genève, je vois Bâle. Je pense que Genève, c'est pas mal. Avec le jet d'eau, la rade, c'est la carte postale, c'est pour les touristes, la même chose à Bâle, avec la cathédrale, le Rhin et sa silhouette historique. Mais quand je regarde les photos, quand il s'agit du territoire, c'est assez difficile. Le territoire, comment est-ce qu'on peut représenter un territoire? C'est ça, je pense, qu'il faudra que nous, on tâche de comprendre. Qu'est-ce que c'est le territoire et comment est-ce qu'on peut le représenter? Comment est-ce qu'on peut que ce soit accessible pour chacun et chacune dans ce territoire, d'avoir une identité qui est bien différente, mais qui quand même peut avoir quelque chose de commun. Et là, je pense qu'il faut travailler. J'ai trouvé 2 images. C'est tout rapide, ça s'est fait avec... Donc, c'est le bol d'or avec le Mont Blanc. Je pense que ça définit assez bien le môle. Donc, on a les préalpes savoyardes, on a le Petit Lac, on a une activité sur le Petit Lac. Donc, une compétition, la même chose avec les bains dans le Rhin. Donc, c'est quelque chose, ça, qui parle aux gens. Je pense que ça, les gens peuvent comprendre. Ce territoire, il est pour vous, il est pour nous. Maintenant, je finis, non pas tout à fait, avec quelques expériences personnelles et des exemples concrets. Je parlais de la Basleine Stadt im Werden de 1992. Qu'est-ce qu'on avait fait à l'époque? Donc ça, c'est il y a plus de 30 ans. On avait fait avec Rémi Zog une analyse du canton de Bâle. On avait analysé que, au fond, toutes les choses un peu difficiles, négatives, comme un cimetière, comme l'industrie, comme un hôpital psychiatrique. C'est au fond ça, la société ne veut pas les avoir, donc ils le repoussent. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Bâlois? Ils ont mis tout à la frontière. Donc ça, c'est un psychogramme assez parlant de la mentalité bâloise qui se recroqueville tout le temps sur son centre historique avec la cathédrale, comme la photo qu'on a vue avant. Mais depuis Belle-Lurette, c'est plus ça. C'est ça aussi, mais c'est aussi beaucoup plus. Et c'est ça qu'il s'agit maintenant de comprendre, qu'est-ce qui est le plus. Donc ça, c'est encore 92. On avait dit que la ville, on avait aussi oublié les frontières à l'époque, que la ville doit se développer le long du Rhin. Le Rhin, c'est au fond l'élément majeur de Bâle. C'est un événement géographique avec ce coude l'eau qui vient de l'est, et là ce coude très marqué et qui file
vers le nord. Aussi un espace qui est courbe, quelque chose qui est beaucoup plus contient que quelque chose, si je suis un canal qui va 20 km en avance, ça donne moins d'espace qu'un coude comme les Bâles. Et c'est pour ça qu'aussi maintenant, en été, c'est au fond l'espace public le plus attractif, c'est le Rhin. On a fait les voies de chemin de fer aussi, c'est-à-dire que les voies, on savait qu'il y aurait des gares de marchandises et tout ça qui seraient plus utilisées, donc ce serait des potentiels pour développer la ville. On a fait cette couronne aussi, comme on l'avait vu aussi au 19e siècle, après la défortification des villes. Et maintenant, voilà, vous comprenez maintenant Braillard. Ça, je ne connaissais pas Braillard à l'époque. Mais c'est au fond une idée semblable, c'est-à-dire c'est une ville verte, c'est une ville qui a des poumons. Ce n'est pas seulement pour le CO2, mais c'est aussi pour des éléments attractifs, esthétiquement intéressants, importants dans les villes. Et c'est pour ça qu'il faut garder aussi les espaces verts au centre de Genève. Il faut vraiment prendre très soin de ces espaces et pas les donner tous au développement urbain pour 7 ou 8 ou je ne sais pas combien d'étages. Mais la ville et les habitants de la ville ont besoin de ces poumons. Encore une fois, ce n'est pas seulement d'une façon écologique ou dire il faut maintenant faire ça et le CO2. Bien sûr que c'est le CO2, mais c'est surtout aussi pour la qualité de vie dans les villes. Roche, Bâle, vous connaissez certainement. On a fait en 2000 game plan. À l'époque, on ne parlait pas de game plan, on parlait de master plan. C'était toujours le maître qui sait ce qu'il faut faire. Et il dictait, on fait le master plan et c'est comme ça que ça va par les urnes, par les votations, par la législative et ensuite on construit selon le master plan qui définit au fond pour toujours ce qu'il faut faire. Là, on avait développé, ne sachant pas qu'est-ce qui serait dans 10 ans ou dans 20 ans, un game plan qui est plutôt flexible, c'est-à-dire selon les besoins, mais aussi je vais dans différentes directions. Flexibility in time. On avait développé le headquarter de Bâle et c'est là où est venue cette idée au fond. Ça, c'est ce qui existe encore maintenant. Ce sont les anciens laboratoires, qui est une typologie plutôt plate et dense. Et ce qu'on a fait, on les a verticalisés, le même nombre de chaunes, le même nombre de mètres carrés, mais une typologie différente, c'est-à-dire une typologie qui va en hauteur et qui laisse un parc au sol. Alors, c'est ça a donné ça maintenant. Donc, ça, c'est ce qui est construit jusqu'au dernier gratte-ciel en arrière, le Baudrail, qui est en blanc, là, comme ça, les lignes blanches. Mais le reste a été réalisé. Et c'est là où on voit qu'au fond, la Roche est dans la ville. C'est dans le centre historique. Cette compagnie, ces gens, ces 8 000 à 10 000 personnes qui travaillent là, ils sont dans la ville au bord du Rhin, ils sont dans un quartier du Klein Basel. Il y a la récréation, il y a le musée Tinguely, donc toutes ces activités, ce n'est pas un ghetto de travail, c'est une communauté de travail qui s'engage aussi dans le quartier et vice-versa. Et ce qu'on avait aussi à l'époque, en 2000 déjà, il y avait la Grenzacher Straße, comme vous l'avez vu dans les plans, qui au fond divisait le nord du sud. Donc c'était un axe routier important, tout en asphalte. Et à l'époque, on avait fait déjà en 2000 cette vision du Life Science Boulevard. C'est-à-dire, comme avec le paysage, on retourne au fond la logique. Ici, on fait seulement ce qui est nécessaire en asphalte pour les pompiers, pour le bus et pour les voitures. Et le reste, tout le reste, c'est des espaces verts. Maintenant, c'est le contraire. On fait les routes et où il y a un petit triangle, on met du vert. C'est ce qu'on a vu un peu ici aussi à Genève ici. Et donc ça, c'est encore comme pour le territoire. Et en ville, on fait la même chose à une autre échelle. Qu'est-ce qu'on a besoin comme surface dure? Et le reste, ça respire, ça transpire. C'est l'espace vert de nouveau pour les gens. Donc ça, c'était en 2000, une image de synthèse en 2000. Et 24 heures plus tard, c'est comme ça, c'est construit. On a les arbres au centre. Et c'est un
un espace public. La Grenzacher Straße n'est plus une Straße qui va de Bâle à Rien, mais c'est un espace public en plein centre de la ville. Aussi à Bâle, je pense que la Bâle, avec ses 24 km² de communes, a peu de terrain, donc ça va beaucoup en hauteur. Donc Bâle est une ville un peu différemment de Genève, est une ville avec beaucoup de bâtiments en hauteur et qui sont très présents aussi dans le centre historique. Vous voyez, ça c'est une image que j'ai faite ce matin. Voilà. Ensuite, le Dreispitz. On a de nouveau pris l'idée du plan guide, c'est-à-dire qu'on a essayé de comprendre qu'est-ce que c'est le Dreispitz. Dreispitz, c'est un peu la praille de Bâle. Donc c'est un quartier de logistique, c'est un quartier industriel, petite industrie, artisanat et tout ça. Et on avait défini des noms pour un peu définir les caractéristiques de ces différentes parties du Dreispitz. Donc Manhattan, c'est où il y aura des tours. Soho, c'est un peu... Et Queens, et c'est plutôt le logistique. Et maintenant, ce projet, il a été maintenant ratifié. Et donc, c'est un projet de la Nordspitze, un concours qu'on a gagné, et où on voit Migros. Il y aura Migros. Il y a 3 tours d'habitation, il y a du travail, il y a apprendre, il y a une école. Et le principal, c'est qu'au fond, les espaces verts, il y a 2 espaces verts, il y en a un au sol, c'est le Margareta Merian Park, et il y en a un sur le toit de la Migros. Donc c'est une superposition de différentes fonctions. Et quand on a peu de place et qu'on ne veut pas aller plus encore miter le paysage, il faut superposer différentes fonctions l'une sur l'autre. Ça n'a pas été facile d'avoir une école. Mais à la fin, le canton de Bâle ne savait plus où aller avec l'école. Il y avait tout le monde partout, ils disaient non, non pas là, non pas là. Et ensuite, ils ont dû un peu contre-cœur dire cette école, elle va sur le toit de la Migros. Je pense que ça, ce sont des typologies intéressantes pour le devenir des villes. Un projet complètement différent, mais qui intègre ou qui contient un aspect social très important. C'est un projet au Brésil. À Natal, c'est au coude, au nord-est du Brésil, et une ville pas très connue, et un site qui s'appelle Maulisa, donc une favela qui est au bord de l'océan, qui est au bord de la plage. Et ce qu'on voit à gauche, en haut, c'est le développement touristique qui lui imite dans la favela. Et là, il y a eu une réaction de la population avec l'Église, avec l'évêque. C'est intéressant que l'évêque a au fond eu une position et un rôle très politique, positif. Et donc, eux, ils ont dit, on ne veut pas aller ailleurs, on ne veut pas aller encore plus loin et encore tout refaire, on veut rester là. Et ensemble, on a pu, au fond, définir comment est-ce que cette favela va se développer. Et on a fait justement aussi là un plan guide pour montrer qu'il y avait des éléments d'institution, il y avait des écoles, il y a de l'habitat, il y a des espaces verts, tout ça. Donc, c'est comme une partie de la ville comme une autre qui se développe. D'une favela avec des routes en terre battue à une ville avec des routes comme c'est maintenant. On avait défini Green Street, c'est-à-dire que les habitants ils peuvent cultiver le long de cette rue. Le second projet, qui est aussi à Natal, aussi dans cette favela, ça s'appelle Arena do Moro, c'est un toit. Ça a été financé, on l'a développé avec une fondation suisse, Ameropa Foundation in Basel. Et eux, ils financent, ils ne donnent pas simplement de l'argent dans les favelas ou dans le tiers-monde, ils disent on va là et on sait ce qu'on finance. Et ils ont dit on finance ce toit. Et ce toit, qu'est-ce que c'est ? C'est un toit, c'est tout simple. On voit que l'architecture, quelquefois, peut faire quelque chose de très simple, de très humain, de très basic, c'est-à-dire c'est un toit. Et dans ce toit, sous ce toit, qui par ailleurs a été construit par les habitants, c'est-à-dire qu'on a développé une brique, tout ça, ça a été fait par eux, c'est eux qui ont mis la main à la pâte, c'est-à-dire que c'est leur bâtiment, c'est le bâtiment des habitants de la favelas, et maintenant c'est ça, ils font de la musique, ils dansent, il y a des sports et tout ça, et c'est au fond quelque chose de très, très, avec beaucoup de succès.
je raconte quand même, Dominique et moi, on a été au Brésil, on a vécu ça. Donc ça fonctionne et c'est pas nostalgique à mon avis. C'est pas... oui. Ça a été aussi loin qu'on connaît bien les difficultés au Brésil et en particulier dans les favelas. Ce sont des guerres de gangs. Donc la mafia est partout. Et donc la mafia a vu les Suisses qui sont riches, ils financent ça. Donc on veut cette construction, elle nous appartient. Et les habitants, ils ont dit non, on ne veut pas. Et alors ils ont dit, oui, on va maintenant nous concerter. Une semaine plus tard, on va vous donner une réponse. Et une semaine plus tard, ils ont retrouvé les gens de la mafia. Ils ont dit non, on ne veut pas vous le donner. Ils ont dit, ok, la mafia, mais on veut l'avoir 1 heure par jour. Et ils ont demandé pourquoi, mais pour jouer aux fautes. Les enfants de la mafia contre les enfants de la favela. C'est une histoire qui est assez unique, mais véridique. Et je pense qu'on peut, dans certains cas, justement avec l'architecture, mais aussi avec une capacité créative de donner des éléments positifs dans des conditions très difficiles, sociales et urbaines. Ronco, rapidement aussi, c'est un design au Valais, vous connaissez certainement le design. Je trouve que le design est assez intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il contient l'urbain et il contient le rural. Au fond, c'est une unité de gestion qui a les deux. Ce n'est pas le contraste entre le rural et l'urbain. C'est tranché, c'est stupide de faire ça. Les deux ont besoin l'un de l'autre. C'est une interaction indispensable. C'est même une interdépendance qui est donnée entre l'urbain et entre le rural. Et le design avait compris ça déjà au Moyen-Âge. Et au fond, à Sion, il y a encore cette pensée qu'il y a Sion dans la vallée, la ville, mais il y a aussi l'arrière-pays dans les vallées. On est parti là aussi du grand territoire, fait une analyse viticole, forestière et tout ça, aussi dans la vallée. Et vous voyez en rouge, c'est Ronco. C'est assez grand. C'est comme si vous alliez refaire Genève au sud de l'Arve, ou je ne sais pas tout quoi, comparé à Sion. C'est important comparé à la grandeur de Sion. Et on voit ici Ronco, qui était au fond comme Praille, comme le Dreispitz. C'est industriel, c'est logistique, c'est entre deux infrastructures, entre la voie ferrée et l'autoroute. Et ils veulent développer. Donc il y a eu une volonté politique officielle. Le maire, mais aussi tout le conseil, a voulu développer cette partie de Sion. Alors on avait gagné ce concours et c'est clair qu'il y a ces principes-là de la ville comme on la pense au XXIe siècle, c'est-à-dire la mixité, c'est plus dense, les questions des émissions, j'ai parlé des infrastructures routières et ferroviaires, les espaces verts, bien entendu. Il y avait 2 concepts, c'est-à-dire qu'il faut quand même, ce n'est pas quelque chose qui se déduit comme ça, toujours logiquement l'un après l'autre. Il faut aussi induire des concepts, c'est-à-dire une vision. Quelle est la vision de la ville ou du quartier qu'on a en tête? Et là, on a dit qu'on faisait un parc central au centre et pas autour, mais au centre. Et ce parc, au fond, il se réfère aux autres grands espaces publics de Sion, qui est le Grand Pont et la place de la Planta. Donc de donner à quelque chose aux Sédunois et aux Sédunoises qui connaissent déjà comme espace public et leur dire maintenant ce n'est pas un espace public minéral comme le Grand Pont ou comme la place de la Planta qui a par ailleurs maintenant aussi des arbres, mais c'est plutôt comme ça un peu à portée, mais d'avoir justement ce grand parc du XXIe siècle. Ça, c'est une vision de ce développement urbain à Ronco. La ventilation aussi, c'était assez important. C'est avec Genève et Bâle, Sion, certainement une des régions les plus chaudes en Suisse. Donc cette ventilation avec les termes, les vents dominants, de savoir quand est-ce qu'on peut rafraîchir aussi ces espaces urbains. Donc voici une vue d'ensemble de ce projet. Et pourquoi je raconte ça? Ce n'est pas pour dire qu'il y a des arbres et tout ça, ça c'est clair que c'est important, mais c'était de parler avec les propriétaires. Donc on a une propriété foncière qui est assez marquée, c'est-à-dire qu'il y a 187 parcelles
comment est-ce que je fais pour que 187 propriétaires suivent cette idée? Ils me disent, mais ça ne m'intéresse pas, je veux construire, tout ça. Donc ça a été au fond beaucoup plus encore le travail de comment est-ce qu'on peut rassembler au fond tous ces 187, bien entendu aussi toute la population sédunoise, parce que ça va être voté. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est une présentation que j'ai faite à Sion, exactement la même, pour expliquer au fond de quoi il s'agit. Donc on a à gauche la France, c'est-à-dire c'est l'État, il y a un acteur qui dit et qui dicte ce qu'il y a à faire. Ensuite, on est plutôt un peu là, en Suisse, à mon avis, c'est-à-dire que chacun peut faire ce qu'il veut. Les deux sont, à mon avis, assez difficiles et on a posé la question, est-ce qu'il y a une troisième voie pour Roncourt, mais aussi pour ailleurs? C'est-à-dire qu'on a compris qu'il y avait les acteurs, et les acteurs, c'est le territoire, comme on a vu. Pour moi, c'est un acteur et le paysage à part entière. Il y a la ville de Sion, donc l'État, et il y a les propriétaires privés. Donc, on a défini justement ce plan guide. Il y a une convention entre la ville de Sion et les propriétaires. Et de nouveau, ce plan guide qui peut être flexible dans le temps et qui ne définit pas une fois pour toutes comment la ville ou cette partie de la ville doit se développer. Mais il y a une vision future, il y a une vision définie, on aimerait tous ça. C'est un accord, chacun a signé qui veut ce qui est à droite. Comment on y arrive, c'est une autre question. Donc là, on a fait une analyse de l'immobilier, combien est-ce que ça coûte. C'est-à-dire qu'on devait montrer à chaque propriétaire, ton terrain, il vaut tant, et si tu suis, il vaudra tant. Ça va seulement comme ça, c'est sûr, au fond, l'idée pécuniaire qu'on peut leur dire, ça va revaloriser votre terrain. Dans cette ville ou dans ce quartier, il y a des infrastructures. Qu'est-ce qui paye ces infrastructures? Il y a des écoles, il y a le parc dont j'ai parlé, il y a le pôle multimodal pour les voitures aussi, les parkings silos et tout ça. Qu'est-ce qui paye pour ça? Et donc, si on voit maintenant ces deux pôles, la ville, l'État, les propriétaires privés, et si maintenant on change la zone d'affectation des zones et on a maintenant le plan guide, avec les charges supplémentaires, c'est quelque chose qui paye. Est-ce que c'est toute la communauté, c'est toute la ville de Sion qui va payer ça? Non, ce n'est pas possible parce qu'à droite, vous avez des plus-values, vous avez un rendement additif. Alors l'idée est de faire des contributions, c'est-à-dire que chaque propriétaire, selon son développement, il contribue aux infrastructures du quartier, les routes, l'énergie, les écoles et tout ça. Donc, vous avez une valeur initiale. J'ai dû faire ça comme ça pour que chacun, à la fin, comprenne de quoi il s'agit. J'ai une valeur brute, plus-value. Il y a les coûts de construction, j'en déduis, j'ai une valeur ajoutée. Et ensuite, je partage de cette valeur ajoutée, je la partage avec la communauté pour justement réaliser les infrastructures communautaires du quartier. Donc ça a été devant le conseil, ça a été devant avec les habitants. On voit ici les propriétaires, le grand paysage, leurs propriétés. Et ils étaient là autour de là, ils s'étaient intéressés, qu'est-ce que ça veut dire? Et ils ont commencé à discuter l'un avec l'autre. Et c'est là où est venue cette idée, aussi qui était lors de la recherche qu'on a fait dans ETH Studio, qu'on a été dans le Haut-Valais, à Törbel, où j'ai appris qu'il y avait une femme scientifique, Elinor Ostrom, qui a reçu aussi le prix Nobel en économie. Elle avait fait ce livre dans les fin années 60, début 70, qui s'appelle Governing the Commons. Et là, elle a étudié les consortages valaisans. Elle est venue en Suisse, elle a été intéressée comment est-ce que des alpages se coordonnent, s'organisent, comment ils gèrent leur territoire, comment est-ce qu'ils font les routes, comment est-ce les avalanches, comment est-ce qu'avec les bis, et tout ça. Donc là, elle a appris qu'il y avait la possibilité qu'un bien commun, qui est le territoire, pouvait être géré par une société, par un groupe d'individus dans une société, et au fond, qui faisaient là les meules de fromage, c'est au fond les produits qu'ils font avec le territoire et avec leurs mains. Donc, le bien commun est un trépied, et c'est ces trois trépieds, donc un territoire, une communauté, mais aussi une régulation entre soi,
entre les différents pour savoir quels sont tes droits, quels sont tes devoirs et quels sont tes bénéfices. Et là, il y a une compréhension mutuelle de quoi il s'agit. Maintenant, conclusion, j'en finis. Je fais une rapide conclusion. Vous voyez, c'est en italique, donc c'est encore une fois pas des affirmations. Donc les structures urbaines sont sans cesse recomposées. Ce sont des systèmes dynamiques. Je pense que c'est ça qui est important de savoir, c'est dynamique. C'est encore plus dynamique, je pense, que c'était il y a 100 ans. Ensuite, le développement durable apparaît comme une clé d'entrée pour penser la ville d'aujourd'hui et de demain, car il interroge nos modes de vie, comment on habite, comment on se meut, comment on se transporte, notre organisation et notre gestion de l'espace, je pense, qui est une des questions les plus fondamentales. Le développement durable constitue à la fois un principe éthique, je me permets d'utiliser ce mot, éthique, je pense qu'on a besoin d'avoir aussi une éthique, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien, tourné vers le changement, et un concept pratique tourné vers l'action. Donc ce n'est pas seulement faire des théories, mais c'est aussi l'action dans le terrain qui compte. Relever les défis en cause parle de ville durable. Il y a en toile de fond la volonté de remettre l'homme au centre de son environnement et de faire de l'urbain un moyen et non une fin. Je pense que ça c'est très important. Un des leviers majeurs du changement conceptuel de la ville repose alors sur une articulation, voire une réconciliation du temps long de l'écologie et des transformations rapides de la ville. La tendance à la métropolisation redessine les ensembles géographiques et fait de la ville bien plus qu'un agrégat de lieux bâtis et d'espaces publics. La ville, son organisation et son développement sont représentatifs de la façon dont un groupe d'individus, comme dans les consortages pour leur alpage, et a fortiori une société, comment ces communautés s'approprient leur territoire. Et enfin, si l'on veut penser la ville durable, il faut d'emblée signifier que la diversité des villes contribue à la difficulté de définition. Il y a des situations communes, comme on a vu entre Bâle et Genève, ce qui ne signifie pas des situations comparables. Ensuite, il s'agit de développer une démarche réflexive, faite d'interrogations et de construction de connaissances pour réduire les incertitudes, et ce faisant, faciliter les démarches innovantes. C'est pour ça qu'on est ici ensemble, je pense, d'essayer de se comprendre et de voir quelles sont les pistes à suivre. J'ai un dernier souhait. Voyez ici 19h30. Nous, Dominique et moi, on regarde souvent le téléjournal roman. Il est bien différent du suisse-allemand. C'est pour ça que c'est aussi important d'avoir en Suisse ces différentes langues, mais aussi ces différentes approches culturelles à la politique actuelle en Suisse et ailleurs, et à l'étranger. Et donc, nous avons toutes ces news, toutes ces informations 19h30. On a des informations sur la météo. On sait maintenant, voilà, quand il y aura de la pluie, du vent et tout ça. Donc ça, on a chaque jour. La bourse aussi nous dit qu'est-ce qui monte, qu'est-ce qui ne bourse pas. Et je me souhaite qu'il y ait aussi un thème Umwelt. Et pas avec le doigt moralisant, mais simplement de dire quelles sont ces interdépendances qu'on a, auxquelles on est, au fond, exposé dans notre vie quotidienne. Et ce doit être compréhensible avec des formules, par exemple, comme ça, on est une société, on veut être mobile. Qu'est-ce que ça fait si on est mobile? Ça donne du trafic. S'il y a du trafic, c'est des ressources en sol et en énergie, et c'est une influence sur le climat. Et je pense que ça, ce sont des choses qu'on peut, encore une fois, sans lever le doigt, mais de dire quelles sont les conséquences des différentes actions que nous tous, nous sommes mobiles. Nous faisons du trafic, nous utilisons les ressources du sol et de l'énergie, mais quelles sont les conséquences à la fin pour notre territoire et notre environnement. Merci. Merci beaucoup Pierre Demeron. Bientôt l'apéritif, mais peut-être avant on peut prendre quelques questions. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle?
Oui, une ici, puis je reviens par ici. S'il vous plaît. Oui, bonjour, merci pour la conférence. Je pense que tous les Genevois ici seraient curieux de savoir ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé dans vos visites à Genève. C'est toujours très personnel. Et je pense que, justement, le respect que j'ai avec Genève, c'est pas seulement ce qui s'est fait, disons, jusqu'en 1815, où il y a eu Calvin, il y a eu Rousseau, il y a eu beaucoup de bourgeois et bourgeoises, il y a eu les Huguenots qui sont venus, qui ont eu une influence incroyable sur le développement culturel, économique de la Suisse, avec les banques, l'horlogerie, l'indiennerie et tout ce qui s'en s'est suivi, c'est-à-dire c'était des villes refuges, des villes ouvertes. Et à mon avis, à cette époque, il y avait un plus grand esprit d'ouverture que c'est le cas maintenant. Et quand je regarde aussi le XXe siècle, et j'ai parlé justement de la Ville Rouge, mais surtout aussi les années 60 et 70, où il y a eu une qualité architecturale et urbanistique exceptionnelle, je pense, pour la Suisse. À Bâle, on n'a pas eu ça. On était très fort dans les années 20 et 30, en architecture et en développement de l'habitat. C'était vraiment exceptionnel à Bâle. C'était communiste. On pouvait être à l'époque, on pouvait être communiste. Sans être, je sais pas, montré du doigt. C'était donc quelque chose qu'on pouvait être. À Genève aussi, il y avait les socialistes, il y avait les communistes. Donc c'est ça la période rouge, qui avait au fond cet intérêt pour la société et qui a fait des projets intéressants urbains. Donc c'était toute une société qui au fond qui allait dans cette direction. Les années 60, je pense, ces grands ensembles, c'est exemplaire ce qui s'est fait à Genève. On a vu Mérin. Je pense que c'est intéressant. Il y a aussi du moins bon. Les espaces entre les bars ou les bâtiments sont un peu négligés. C'est ça le modernisme. Au fond, il n'était pas très intéressé entre les différents bâtiments. Mais ça, on peut y travailler maintenant. Je pense qu'on pourrait faire une forêt maintenant là-bas, entre les bâtiments. Je ne sais pas quoi. Il faut travailler sur le paysage aussi dans ces projets qui sont intéressants et espérons qu'ils ne sont pas mis sous la Käseglocke, sous la cloche de fromage, là, on ne peut plus rien faire. Et maintenant, je pense que c'est oublié, ça, qu'au fond, l'architecture et l'architecte, mais surtout les maîtres d'ouvrage, ont une responsabilité parce qu'un bâtiment, il est là. Il est, comme on le dit, il est immobile. Si j'ai à la maison un tableau ou une peinture ou une photographie que j'aime pas, je peux la mettre à la cave, mais le bâtiment qui est là, je ne peux pas le disposer, je ne peux pas le mettre ailleurs. Il est là. Et là, on voit qu'à mon avis, il y a un manque de culture. Mais ce n'est pas seulement Genève. C'est partout en Suisse, c'est partout dans le monde. Et là, je pense qu'il faut que nous, et c'est surtout les maîtres d'ouvrage, si je regarde Roche, je pense que Roche a quand même fait quelque chose d'assez intéressant. Novartis, Vasella, aussi, il était intéressé par l'architecture. Ricola, à Bâle, Vitra. Ça, c'est ça ce dont on a besoin. Ce sont des maîtres d'ouvrage qui croient en architecture, et pas parce que c'est de l'architecture et c'est pour les beaux yeux, mais que l'architecture a une stimulation positive pour le corps humain. Ça, c'est une conviction qu'on a. Je crois qu'on restera toujours physique. Pour un petit moment, on restera physique sur ces planches ou sous cette coupole ou cette tente, comme tu l'as appelé avant. Donc ça va toujours rester, c'est-à-dire que nous, on travaille le physique, l'haptique, le toucher, le sensoriel. Et ça manque. Il y a un manque de passion, il y a un manque d'attachement à que quelque chose compte. Matters, quelque chose et ça joue un rôle comme la façade d'un bâtiment, on ne va pas en nommer, j'ai même oublié, mais il y en a qui étaient tellement vilains, parce qu'il n'y a rien, il y avait vraiment rien, on sentait seulement il fallait faire une façade, il fallait qu'elle soit le meilleur marché possible, et ce n'est pas que la bonne architecture soit plus chère, c'est faux, la bonne architecture ne coûte pas plus. Mais c'est de vouloir faire quelque chose qui va au-delà de simplement réaliser une fonction et de réaliser un projet et de suivre les coûts et les délais.
Il faut aller au-delà. C'est de nouveau une plus-value comme action, c'est une plus-value financière, mais il faut cette plus-value esthétique. Et quand je regarde les bâtiments différents qu'on a vus des années 20, des années 30, ils ont une qualité, c'est pas nostalgique. C'est pas parce que c'est plus ancien que c'est mieux. Mais il y avait une précision de pensée, il y avait un souci de faire quelque chose qui était aussi intéressant pour l'œil, pour le toucher et aussi à la fonction. Et ça, on a un peu perdu. C'est trop dirigé par des intérêts financiers. Merci beaucoup pour cette présentation toujours très inspirante, comme chaque fois que j'ai pu vous entendre aussi comme étudiant au Studio Basel il y a maintenant 10 ans plus. Moi j'ai une question, ce qui me fascine dans le travail de Herzog de Meuron depuis toujours, c'est de voir le métier ou l'architecte comme aussi un acteur politique qui amène des propositions et qui fait aussi du lobbyisme, mais dans le bon sens du terme. Ouais. Nous, on essaye un peu de le faire, mais je me demandais, et on n'y arrive que très difficilement, et je me demandais, vous, au début, quand vous n'étiez pas encore Herzog de Meuron avec le poids que vous aviez, comment vous faisiez pour faire ça, comment vous financiez ce travail, et raconter un peu des succès, des échecs de cette attitude à avoir. Non, mais à la fin, c'est une passion qu'on a ou qu'on n'a pas, je pense. Et ça, on ne peut pas l'apprendre à l'école. Et c'est ça qui donne après à une collectivité. C'est pour ça que j'ai parlé de la collectivité. Ce sera un projet collectif. Si on veut maintenant faire du territorial, ça peut seulement se faire si tous les individus, ou une grande majeure partie des individus, suivent ce projet, comprennent de quoi il s'agit, quels sont les enjeux, quels sont les défis. Et c'est cette passion qui va au-delà de faire du design, comme on le dit en allemand, c'est-à-dire quelque chose qui décore. C'est-à-dire que ça va au-delà de ça, et c'est la fonction. Et l'architecture a, disons, différemment comme l'art est surtout quelque chose qui est pour la perception, les sensations, et l'architecture a les deux dimensions, c'est-à-dire que vous avez l'usage, c'est la fonction, mais il y a aussi justement cette perception, ce côté de la perception de l'espace, que ce soit un espace public ou cet espace-là. On se sent tous plus ou moins assez à l'aise ici, je pense. C'est une architecture qui était pensée pour faire quelque chose d'autre, et maintenant elle a pu survivre, heureusement. Elle fait quelque chose d'autre, et ça relie, et ça, c'est un espace communautaire. Et c'est ça de la bonne architecture. C'est pas d'être dans les magazines ou de faire, je sais pas, tel ou tel détail. C'est quelque chose, c'est un projet sociétal, c'est un projet communautaire. Et c'est la communauté qui dira c'est un bon projet ou c'est pas un bon projet. Mais les espaces, c'était évident aujourd'hui qu'on a vu, on était vers Mérin. Il y a des choses assez difficiles. Et sur un des bâtiments, j'ai dit à Fredo, il a dit, regarde là sur le toit, il n'y a pas de les gabarits, seulement les gabarits, on ne regarde pas comment les centrales techniques sur le toit, c'est pas le thème des permis de construire. Mais j'ai dit, ça c'est la meilleure partie du bâtiment. Parce que c'est technique. Mais oui, ils n'ont pas fait de chichi, tu vois. Et là, le reste, c'était, en allemand on dit billig, c'est bon marché. Ça n'a pas d'expression, ça ne parle pas. Et qu'est-ce que ça veut dire? Mais nous, on a toujours voulu faire ça, Jacques et moi. Vous comprenez? Et à un moment donné, il y a de l'intérêt. On gagne des concours, on gagne. Et ce qui a été important pour nous, c'était Tate Modern, qui nous a fait vraiment connu internationalement. Et je pense que ce qu'on a le mieux pour nous de Tate, c'est qu'on a réussi à prendre aussi cette autre échelle. C'est comparé à la Suisse, qui est petite, et les petits projets, la Tate, c'était une métropole mondiale, Londres, et puis un projet très, très, très visible, et qu'on ait réussi, et que c'est un succès, ça a été vraiment important pour nous. Vous faites des projets comme Stade Casino à Basel, vous faites des projets qu'on vous a pas mandaté, que personne vous demande de faire, au fait. Si. Ou bien pour le métro aussi, vous avez fait des propositions sans qu'on vous le demande formellement. Non, mais l'architecte, ici à Genève, j'ai compris qu'il y avait
des propriétaires immobiliers ou de régie qui étaient aussi architectes, ce sont des bons exemples. Quand le maître de l'ouvrage est aussi architecte et c'est un bon architecte, c'est intéressant parce que là, il y a l'intérêt du propriétaire, mais aussi l'intérêt de l'architecte. Et là, il y a des exemples assez impressionnants ici à Genève. Adore, c'est assez bon. Et donc, mais l'architecte, il est toujours mandaté. Moi, j'ai toujours été mandaté. C'est-à-dire qu'on fait un service, nous, au service d'un client, d'un maître de l'ouvrage. Et c'est pour lui qu'on fait ça, mais on fait au-delà que ce soit seulement celui qui nous mandate, on fait quelque chose qui, avec cette plus-value sociale, culturelle, comme est-ce qu'on veut l'appeler, qui donne vraiment une qualité à une ville, à un espace public, à un bâtiment. Bonsoir, merci pour votre conférence passionnante. Moi, je suis ingénieure, pas architecte, donc j'ai beaucoup aimé ce que vous disiez sur la partie technique, mais ça, c'est autre chose. Ma question est, j'ai vu des chiffres qu'aujourd'hui, en moyenne, une personne occupe 53 mètres carrés. Si on revient aux chiffres de juste après la guerre, 35 mètres carrés, ça voudrait dire qu'on n'a pas besoin de construire. Il faut juste réaménager tout ce qu'on a déjà. Et pour avoir un bilan zéro carbone, pour moi, clairement, c'est la meilleure des solutions. Pourtant, à Genève, je constate que c'est très, très difficile parce que tout le monde veut faire du neuf, c'est plus facile. Mais on n'a plus de terre presque à utiliser pour la construction. On ne peut pas prendre des terres agricoles. Donc, on sera très bientôt mené à faire justement ça. Donc, quel conseil est-ce que vous avez pour faciliter ça, pour trouver le collectif de tout le monde qui va redévelopper la ville, réhabiter la ville? Parce que pour moi, c'est une des choses qui doit absolument se mettre en route et c'est assez urgent. Mais dans une société libérale démocratique, on est toujours sous tension entre l'individuel et le commun. Ce sera toujours comme ça, je pense. Et on peut, encore une fois, on ne peut pas imposer. On n'arrivera jamais à nos fins si on oblige les gens de faire quelque chose ou pas. D'un autre part, j'ai compris qu'il y avait combien 2800 bâtiments, Fredo, de l'ISO, qui sont en protection maintenant, à Genève. Voilà, vous avez fait ça. Mais c'est magnifique de faire ça. Je pense que c'était important de faire ce pas qui a fait peut-être mal à plusieurs, mais du point de vue économique, comme j'ai compris, ça fonctionne assez bien parce que il y a de tout, il y a différents niveaux de location, il y a des loyers plus élevés, il y a des loyers moins élevés, donc ça peut couvrir aussi les besoins d'une société dans son tout. Mais il faut en parler. À la fin, il faut, comme vous le dites, il faut que ce soit comme une logique que nous, le plus, nous pouvons la partager. Mais on n'est pas en Union soviétique, sorry. Et c'est une qualité de la Suisse, avec peut-être certains défauts et certaines difficultés qu'on a, mais c'est de dire quel est le capital. On a peu de ressources naturelles en Suisse. Nos ressources naturelles, c'est le paysage, encore une fois le paysage. Et donc il faut vraiment tenir compte du paysage et protéger, et que le paysage soit justement le paysage et qu'il reste le paysage. Et ça, je pense qu'on peut le comprendre. Chacun peut le comprendre. Et à Genève, vous avez encore beaucoup de place. Vous n'avez pas bâti en hauteur beaucoup. J'ai parlé de Bâle. Nous, on était obligés de bâtir en hauteur. Ce n'était pas parce qu'on ne voulait pas avoir l'étalement urbain, mais c'était notre canton. C'est-à-dire que c'était l'autre canton. Donc, on était obligés, sur les 24 km², on a été obligés de construire en hauteur. Hong Kong, c'est la même chose. C'est des villes, des cités-États qui ont un petit mouchoir. Et à la fin, c'est là aussi le développement économique. Si le développement économique, nous, on n'est pas les architectes qui disent il faut bâtir, il faut construire. C'est pas ça. Nous, on doit simplement avoir des réponses ou des propositions. Si jamais
la population se développe, s'il y a un développement démographique qui va vers le haut, comment est-ce qu'on y va? Et s'il y a une pénurie de logement, qu'est-ce qu'on fait? À propos de pénurie de logement, il faut oublier de différencier en travail et logement et habitants. C'est ridicule. Mais on n'arrive pas à changer ça des têtes, des politiques et des administrations. À Bâle, c'est toujours encore ou l'habitat ou le logement. Et si maintenant j'ai des bureaux, ou les bureaux ou les logements, si j'ai des bureaux qui sont vides, je ne vais pas les transformer en habitat, en logement, parce que je ne peux plus faire le contraire. Parce qu'il y a une loi à Bâle qui dit qu'on ne peut pas changer des logements en bureaux. C'est ridicule. Voilà, donc encore une fois, un énorme merci pour cette magnifique conférence. Donc l'apéritif est ouvert et puis vous pouvez aussi pendant l'apéritif, si vous le souhaitez, profiter d'aller regarder la maquette du Grand Genève sur laquelle on va mettre en route une projection qui est la vision du Grand Genève à l'horizon 2050. Belle soirée.